Bonjour à tous et bienvenue dans Regard d'Expert, votre émission qui vous donne régulièrement rendez-vous avec des chercheurs. Et ce mois-ci, nous sommes en compagnie de Jean-Philippe Bouchot. Jean-Philippe, bonjour. Bonjour, Issa. Alors, vous avez un peu une double casquette puisque vous êtes à la fois professeur à l'école polytechnique et puis en même temps président de l'une des plus grandes sociétés de hedge funds, CFM. Écoutez, oui, mais moi je suis vraiment chercheur dans l'âme. J'adore enseigner, donc être prof à l'école polytechnique, c'est une nécessité, presque comme on fait de la gymnastique, c'est important. Il y a un contact avec les étudiants qui est aussi très important pour garder une motivation, garder un œil sur la recherche fondamentale et évidemment attirer les jeunes talents dans la société. Donc pour moi, c'est pas du tout une contradiction. En plus, CFM est vraiment une société qui, depuis le début, a cherché à marier l'excellence de la recherche avec une gestion rigoureuse, performante. Donc pour moi, il n'y a pas du tout de contradiction. Alors justement, ce lien entre vos deux activités, si je puis dire, se voit également dans le dernier article que vous avez écrit, puisque vous vous êtes basé de votre expérience au sein de CFM, où vous passez tous les jours beaucoup d'ordres, et là, vous vous êtes rendu compte que souvent, vous avez besoin de les fragmenter. Comment vous expliquez cela ? Oui, alors ça peut paraître étonnant parce qu'on se dit que sur les marchés les plus liquides de la planète, on peut passer un ordre sans problème. Surtout, une société comme CFM est importante, mais quand même minuscule à l'échelle mondiale. Mais pourtant, si vous voulez traiter même une petite quantité, par exemple 1% de la liquidité qui va s'échanger aujourd'hui sur IBM, Apple ou n'importe quelle société en fait, 1% c'est pas énorme, mais pourtant, vous pouvez pas passer votre ordre immédiatement. Il y a juste si vous voulez acheter, il n'y a pas de vendeur pour 1% de la liquidité quotidienne immédiatement. Il faut s'y reprendre à 50 fois, disons, pour trouver cette liquidité dans les marchés. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'immédiat, la liquidité est très faible. C'est un peu paradoxal. On parle beaucoup des ordres gigantesques qui sont passés aujourd'hui. Voilà, mais c'est ça la chose marrante, c'est que les marchés très liquides, en fait, sont instantanément très peu liquides et acquièrent la liquidité au fur et à mesure de la journée. C'est-à-dire que c'est au fur et à mesure que les transactions ont lieu que plus de liquidité revient dans le marché. Et il faut vraiment imaginer les marchés comme une espèce de jeu de cache-cache entre les acheteurs et les vendeurs, si vous voulez. Mais alors là, qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Ça veut dire que les transactions s'auto-alimentent, si je puis dire, c'est-à-dire que plus il y a de transactions, plus il va y avoir de liquidité, etc. Oui, parce que les acheteurs essayent de savoir ce que veulent faire les vendeurs essayent de savoir ce que veulent faire les acheteurs, c'est normal. Aucun des deux ne veut acheter trop cher ou vendre trop peu cher. D'accord. Et dans votre étude, vous avez aussi étudié l'impact de ces méta-ordres, comme vous les appelez, sur l'évolution des prix. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Voilà, alors c'est absolument crucial en fait comme question, parce que, comme je le disais, on est obligé de fragmenter son ordre en plusieurs morceaux. Donc à des prix différents. À des prix différents. Et la vraie question qui se pose, c'est au bout du compte, combien on aura payé par rapport au prix de décision, disons au prix de début de la journée où on aurait voulu tout pouvoir exécuter. On fragmente son ordre. Et la chose intéressante et peu intuitive et difficile à mesurer, c'est qu'en fait, chaque transaction a un impact sur les prix. C'est-à-dire qu'en moyenne, acheter fait monter le prix, vendre fait baisser le prix. Quelle que soit la taille de la transaction. Quelle que soit la taille de la transaction. Et donc, au fur et à mesure qu'on transacte, au fur et à mesure qu'on coupe son ordre en petits morceaux, on pousse le prix. Et progressivement, on paye de plus en plus cher ce qu'on aurait pu, s'il y avait eu la liquidité, acheter d'un seul bloc le matin en payant moins cher. Donc cet impact est crucial pour deux raisons. D'abord, c'est cet impact qui fait bouger les prix. C'est l'impact agrégé de tous les acteurs dans le marché qui fait que les prix ont ce comportement erratique qu'on voit. C'est l'afflux alterné de vendeurs et d'acheteurs qui fait bouger les prix. Mais d'autre part, cet impact, c'est un coût. Et c'est dur d'anticiper justement le coût de revient. Alors voilà, donc ce qu'on a essayé de mesurer précisément en moyennant sur un nombre très très grand des transactions qu'on a pu faire à CFM, c'est combien ça coûte en moyenne de transacter à l'achat ou à la vente. Et on a établi une loi qui relie l'impact d'une transaction avec le volume qu'on veut transacter, donc effectivement de combien on veut acheter et combien on veut vendre. Et ce qui est absolument extraordinaire, c'est que cette loi ne dépend pratiquement de rien. C'est-à-dire qu'elle est universelle une fois qu'on prend en compte la volatilité du sous-jacent qu'on veut acheter, de l'instrument financier qu'on veut acheter et sa liquidité. Une fois qu'on a pris ces deux paramètres en compte, la loi elle-même ne dépend plus de rien. C'est-à-dire qu'on a observé de la même façon sur toutes les actions, que ce soit à Londres,
à Paris, à Tokyo, en Australie, mais aussi sur d'autres contrats financiers. C'est exactement la même formule mathématique qui décrit l'impact d'un ordre sur les prix. Et ce qui est tout à fait remarquable, c'est que cet impact n'est pas linéaire. C'est-à-dire que si on veut transacter 2 fois plus, on ne va pas impacter le prix 2 fois plus, on va l'impacter moins que 2 fois plus. Ah non, c'est pas exponentiel, c'est l'inverse. Non, c'est pas exponentiel, c'est l'inverse. Et si vous avez compris ma petite histoire de tout à l'heure sur les vendeurs et les acheteurs qui se cachent, mais en fait, la raison qu'on a essayé de mathématiser, de comprendre de façon précise, c'est que plus on achète, plus on pousse le prix à la hausse. Mais donc, plus les vendeurs de l'autre côté sont intéressés à vous vendre. Et donc, on dévoile les vendeurs en achetant, qui sont plus nombreux à la fin de la journée qu'au début de la journée. Donc ça devrait réguler le prix. Et ça empêche le prix, effectivement, d'aller trop loin. Et donc, plus on achète, et moins on pousse le prix, en quelque sorte. Alors, je crois que votre réflexion ne s'arrête pas à cet article, puisque vous faites partie du comité d'organisation d'un grand événement sur la microstructure de marché qui aura lieu en décembre, il me semble. Alors, de quoi il s'agit? Quel est cet événement? Quelles sont ses ambitions? Qui sera invité? Enfin bref, dites-nous en plus. Alors, cet événement est en fait le deuxième exemplaire, en quelque sorte, la deuxième édition d'une conférence qu'on avait organisée pour la première fois en décembre 2010, qui s'appelle Market Microstructure Confronting Many Viewpoints, la microstructure des marchés confronter plusieurs points de vue. Et l'ambition qu'on a eue la première fois, et qui a été, je crois, un vrai succès, tous les participants ont été très élogieux de l'événement en lui-même et de son organisation, c'était de mettre dans la même salle des économistes, des financiers, des mathématiciens, des informaticiens, des physiciens, des gens du monde académique, des gens du monde de la finance pratique, pour parler donc de la microstructure des marchés financiers, c'est-à-dire de la science de la formation des prix. Donc une conférence très transversale. Très transversale et qui est sur un sujet très important, puisque la formation des prix, c'est comprendre pourquoi les prix bougent, mais c'est aussi comprendre comment on ingénierie un marché fluide, quel peut être l'impact d'une taxe sur les transactions financières, quel est l'impact en bien ou en mal, je pense en bien, mais c'est évidemment un débat de la présence de ce qu'on appelle les high frequency traders. Tout ça fait partie justement de ce domaine d'études qui est finalement assez récent, puisque la microstructure en tant que discipline scientifique n'existe que depuis 15 ou 20 ans. Et finalement, c'est vraiment l'apparition des données haute fréquence qui ont permis à cette science de se développer, mais elle reste très jeune. 15 ans pour une science, c'est très très jeune. Mais elle est cruciale parce que c'est quand même la clé de votre métier. Absolument, elle est cruciale pour beaucoup de problèmes, des problèmes de régulation, des problèmes de compréhension de ce que sont les marchés financiers, de ce qu'ils font, de leur instabilité. Et donc c'est très important de regrouper des gens d'horizons très différents pour discuter de ces problèmes. Et donc, pour la deuxième fois cette année, on a réussi à avoir une très belle brochette de scientifiques, mais aussi de gens du métier. En particulier, on aura 2 stars internationales du monde académique, mais qui sont vraiment très reconnues. Joel Hasbrouck, qui est donc un professeur de New York, qui a écrit un livre qui s'appelle Market Microstructure et qui est un classique du domaine. Et Albert Kyle, tout le monde l'appelle Pete, mais il s'appelle Albert, j'ai jamais compris tout à fait pourquoi, qui lui a écrit le premier modèle d'impact des transactions sur les prix. Et pour me raccorder à ce que je vous racontais tout à l'heure, le modèle classique de Kyle est un modèle qui prédit que les transactions impactent linéairement les prix. C'est-à-dire que plus on transacte, plus les prix montent de façon proportionnelle. Et comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on voit dans les données quelque chose de très différent, puisqu'on voit cette saturation d'impact. Donc la confrontation de vos points de vue va être très intéressante. On voit que la confrontation des points de vue est très intéressante et que la confrontation des données empiriques qui sont maintenant disponibles, auxquelles on a accès si on est comme nous un fonds d'investissement et auquel le régulateur devrait avoir accès aussi. C'est la confrontation entre ces données empiriques et la théorie souvent in abstracto, est très importante pour avoir des bons modèles, parce qu'on peut partir sur des voies complètement erronées si on ne regarde pas les données. Je pense que c'est ça vraiment la chose importante. Jean-Philippe, merci. Merci à vous. Quant à vous, eh bien, je vous remercie de votre attention. J'espère que vous en savez désormais plus sur la microstructure de marché. Et puis, n'oubliez pas que vous pouvez toujours visionner l'ensemble des vidéos Regard d'experts sur le site finexchange.org. À très bientôt.